Scandale d'État, les mots sont forts. Pour la gauche que vous représentez, c'est également le cas. Vous diriez scandale d'État? En tout cas, il y a un fiasco. Et c'est vrai qu'après le fiasco des masques, puis le fiasco des tests, on a maintenant le fiasco des vaccins. Et on aurait aimé, on parlait de bonnes résolutions d'ailleurs. On peut déjà parler du fiasco des vaccins après 3 jours. Ça se juge sur 6 mois. Il y a un retard à l'allumage. Quand vous reprenez bien, ça c'était les mots de Gabriel Attal du gouvernement qui dit qu'on ne juge pas en quelques jours et pas en quelques mois. En tout cas, quand on compare... Retard à l'allumage, c'est pas un fiasco. Je vous parle, je vous dis qu'il y a aujourd'hui un retard à l'allumage. On a l'Allemagne qui a vacciné près de 200 000 personnes, le Royaume-Uni 1 million, et surtout on a du mal à voir comment ça va s'organiser dans les prochains jours. Le chef, le monsieur vaccin, Alain Fischer, qui est en charge de l'organisation vaccinale, dit lui-même qu'il n'est pas un pro de la logistique, qu'en gros on ne sait pas comment ça va se passer. À Nice, pour les premiers vaccins, les 5000 vaccins qui ont fait 900 km en taxi. Bref, si on ajoute tout ça, on a l'impression, je ne sais pas vous, mais moi j'ai un peu un sentiment d'amateurisme. Je vois mal comment ça va se passer dans les prochains jours. Et je crois que le gouvernement nous doit de la transparence, au moins des explications, nous dire comment ça va se passer. Et puis, il faut qu'il rassure les gens. On aura certainement l'occasion d'en parler. Des gens doutent. Donc, il y a besoin Voilà, tout ça n'est pas à cacher. On n'est pas en guerre contre un État. On est en guerre contre un virus. Et pour ça, il faut recréer un peu de confiance. Alors, il y en a un qui n'était pas très favorable à se faire vacciner, c'est Jean-Luc Mélenchon. On va voir une déclaration, je ne sais pas. Je sais juste qu'un certain nombre de conditions ne me semblent pas respectées. Le vaccin est la dernière étape, a-t-il dit, par rapport à l'urgence. Ce qui veut dire que lui-même était pour qu'on prenne son temps. Déjà, sa déclaration, vous l'avez bien fait de le mettre, date du 13 décembre 2020. Depuis, le vaccin Pfizer a été validé par les autorités sanitaires. C'est le seul pour le moment dans l'Union européenne. Donc on a davantage de garanties d'un point de vue sanitaire. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, au moment où le vaccin a été annoncé, on avait juste des communiqués de presse des labos pharmaceutiques. Donc en gros, il fallait les croire. Maintenant, on commence à avoir davantage de données scientifiques. C'est une bonne nouvelle. J'espère que derrière, on pourra aussi développer différentes sortes de vaccins, y compris le vaccin Pasteur-Sanofi en France, qui est un vaccin plus classique, entre guillemets. Parce que dans la même déclaration, Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il n'était pas très sûr de se faire vacciner, qu'il demanderait l'avis de son médecin. Vous, Manon Aubry, députée européenne, leader politique influente, vous dites quoi? Vous dites oui, il faut y aller, même le vaccin Pfizer, avec les connaissances qu'on a, il faut se faire vacciner. Il faut y aller quand c'est son tour. Moi, je vous dis, j'ai 31 ans. A priori, je serai dans les dernières appelées, entre guillemets. Et d'ici là, j'espère qu'on aura des réponses aux questions qui se posent encore. Par exemple, est-ce que le vaccin est utile pour empêcher la contamination? Moi, j'ai peu de chance, peu de risque de faire une forme grave du virus et de la maladie. En revanche, ce sera utile. Vous pouvez contaminer, absolument. Ce sera utile si je peux empêcher de contaminer, notamment les personnes les plus âgées qui peuvent m'entourer. Et ça, cette question, par exemple, on n'a pas encore la réponse. J'espère qu'on l'aura dans les prochains mois pour avoir plus de clarté et aussi pour créer davantage d'adhésion. Parce qu'aujourd'hui, les doutes et les questions qui se posent, quoi qu'on en pense, je veux dire, vous êtes pour ou anti-vaccin, juste ça existe. Donc il faut les entendre et pouvoir y répondre pour, j'espère, pouvoir vaincre le virus. Est-ce qu'on peut demander à la fois au gouvernement d'être plus lent, c'est-à-dire de prendre le temps de répondre aux questions et d'aller plus vite? Il faut choisir, non? On ne demande pas d'être plus lent ou d'aller plus vite, on demande d'être davantage transparent, de donner davantage d'informations, parce que là, c'est ce qui manque. On a mis du temps avant d'avoir les informations scientifiques, on commence à les avoir, c'est une bonne nouvelle. Il faut les saluer quand il y a des bonnes nouvelles. Maintenant, on a besoin d'informations logistiques. Comment ça va se déployer sur le territoire? Quels hôpitaux? Dans quel ordre? Au début, le gouvernement ne voulait pas vacciner les soignants, contrairement à l'Allemagne qui vaccinait les soignants en priorité. Maintenant, ils ont changé de fusil d'épaule. Donc, on a du mal à y voir clair. Et c'est pas être pour ou anti-vaccin, c'est donner les informations qui sont nécessaires et indispensable pour recréer de la confiance, parce que toute cette année était un peu confuse. Alors toujours Jean-Luc Mélenchon, il ne m'obsède pas, mais enfin après tout, ah non, c'est votre patron. Alors là, il y a une déclaration. Pas moi, je lui demande pas son avis avant de m'exprimer, hein, sachez-le. Moi, je vais vous demander votre avis sur ce qu'il a dit. Il plaide pour acheter des vaccins à la Russie, à Cuba ou à la Chine. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter des vaccins à la Russie, à Cuba ou à la Chine? Sa phrase est plus complète. Il dit qu'il faut diversifier les types de vaccins. Parce qu'on a aujourd'hui le vaccin Pfizer, on en a parlé, qui est une nouvelle technologie. Par ARN messager. Par ARN messager, qui fait peur à un certain nombre de personnes. Que ce soit votre cas, vous et moi, c'est pas le débat. La question est comment on lève ces craintes et on lève ces peurs. Et on lève ces craintes et on lève ces peurs. En achetant des vaccins à Cuba. En achetant des vaccins différents. Différents.
Et oui, et par ailleurs, on a du mal à avoir de la transparence sur les contrats passés par l'Union européenne, mais il n'est pas exclu que dans les prochaines semaines et les prochains mois, l'Union européenne ne conclut pas des contrats avec un certain nombre d'États étrangers pour acheter ces vaccins. On ne sait pas. Et c'est sûr qu'avec la Russie et Cuba, là, on aura une transparence parfaite. En l'occurrence, Cuba, vous pouvez reprocher plein de trucs d'un point de vue politique, c'est pas le débat. Là, on parle de questions sanitaires, et d'un point de vue sanitaire, c'est pas les pires, mais je suis pas en train de vous dire Russie, Cuba, tout ça, c'est parfait. Juste, il faut lever les craintes. Lever les craintes, c'est donner les informations sanitaires et médicales et diversifier les types de vaccins. Il y a un conseil citoyen qui va être mis en place pour suivre le déroulement de cette campagne de vaccination. 30 citoyens tirés au sort, est-ce que ça fait 30 titulaires et 5 suppléants? Donc en fait, il y en aura 30 à tout moment. Est-ce que ça fait partie des mesures citoyennes que vous appelez de vos voeux? Pourquoi pas, mais ça arrivait assez tardivement. Nous, on est évidemment pour la démocratie participative. Je crois qu'associer les citoyens, c'est le meilleur moyen de le faire. Mais ils associent les citoyens après avoir établi la stratégie vaccinale et après que finalement Macron décide d'un peu de tout. D'ailleurs, il a mis en scène sa colère dans le JDD ce week-end. Il s'en est presque pris à lui-même. C'est une mise en scène qui n'a aucun sens. Qui est un peu grotesque, à vrai dire, parce que c'est lui qui est le pilote à bord jusqu'à présent. Et c'est vrai que dernièrement, il a assez peu écouté les citoyens sur la Convention citoyenne sur le climat, assez peu écouté le Parlement qui est quand même là pour ça. Du coup, j'ai un peu des doutes sur l'effectivité, l'utilité en pratique, même si dans l'esprit, évidemment, le plus on associe citoyens, le mieux c'est. Alors, on va maintenant parler, Manon Aubry, de certaines conséquences de cette épidémie. Vous avez peut-être entendu parler de cette fête sauvage au sud de Rennes. Quelques 2500 personnes venues de toute la France, sauvage absolument, et même de l'étranger, qui se sont donné rendez-vous pour fêter le Nouvel An lors d'une fête que n'ont pu empêcher les autorités. Alors évidemment, il y avait aussi beaucoup de jeunes. J'ai donc demandé aux plus jeunes d'entre nous, alors on sait déjà que c'est pas Gilles Bornstein, on sait que ça n'est pas moi. C'est pas toi non plus. Ça n'est pas moi non plus, ça n'est pas vous, Manon Aubry, mais c'est Vitia, 16 ans, notre lycéen, vous l'avez vu dans l'écran tout à l'heure. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de ces fameux fêtes clandestines. Est-ce qu'il comprend l'envie de certains jeunes de s'amuser? Il m'a dit ça. Je peux comprendre dans le sens où, effectivement, pour certains, faire la fête, c'est extrêmement important. Ça fait partie de leur vie, de leur quotidien. C'est vrai que je pense que le gouvernement aurait pu peut-être être plus souple, effectivement, autoriser des rassemblements en petits comités, en tout cas les tolérer, ce qui n'a pas du tout été fait, ce qui a été totalement stigmatisé, pointé du doigt. Comme si il n'y avait que les 16-30 qui contaminaient. Il nous dit donc qu'il peut comprendre cette envie de s'amuser. Est-ce que vous, Manon Aubry, vous êtes team compréhensive ou team sévère? Non mais évidemment que ce n'est pas la meilleure chose à faire en pleine épidémie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper sur les doigts sur la jeunesse qui n'a qu'une envie, qui est de vivre une vie normale et surtout qui paye aussi le prix cher, y compris d'un point de vue social. On ne fait pas toujours ce qu'on a envie. Non, évidemment, évidemment. Mais c'est pour ça que là, si vous me demandez mon avis, cette rêve partie, elle n'aurait pas dû avoir lieu. Voilà. Maintenant, est-ce que vous trouvez que la jeunesse est stigmatisée comme Vitia nous l'a évoqué à l'instant? Je pense parce que quelque part, en filigrane, on dit qu'elle est responsable. Mais qui est responsable de la diffusion de ce virus? À la base, personne sur l'émergence du virus, quoique on pourrait avoir une discussion plus écologique. Mais ensuite, c'est le gouvernement qui est responsable de la gestion de la crise, c'est pas les jeunes. Et oui, Emmanuel Macron l'a dit lui-même, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Et c'est vrai que je peux comprendre la difficulté que traverse la jeunesse. Moi, j'enseigne et je vois mes étudiants cette année, par rapport aux années précédentes, ils sont dans la galère, ils sont dans une déprime pas possible. On a vu augmenter considérablement le nombre de jeunes aux aides alimentaires. Et donc, on a le droit de se coller les uns aux autres. Je vous ai dit très clairement, cette fête, elle n'aurait pas dû avoir lieu. D'ailleurs, on peut s'interroger. Comment ça se fait que le gouvernement, ils ont des renseignements généraux, 2000 personnes qui comptent se rassembler avec du matos, etc. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu l'info? Mais je veux dire, ça ne sert à rien de s'arrêter des heures sur cette fête. La vraie question, c'est quel avenir on offre à la jeunesse en 2021 ? Et là, franchement, je ne suis pas très positive. Alors, autre question, celle de la rentrée scolaire. Vitia, qu'on vient de voir, est en première générale. Il vient de faire sa rentrée scolaire. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu décaler la rentrée scolaire, comme certains le disent, à cause de la situation sanitaire et du fait que, à l'école, c'est compliqué de tout contrôler? Je comprends les doutes et les questions, et c'est difficile d'avoir tous les éléments, y compris sanitaires. Nous, l'opposition en main, on n'a pas certaines des informations que peut avoir le gouvernement. Maintenant, clairement, l'école, c'est le dernier rempart. S'il y a un dernier truc à fermer, c'est l'école. Pour des questions républicaines, pour des questions évidemment d'égalité, parce qu'on sait que quand on fait l'école à la maison, c'est pas la même chose. Maintenant, il y a des questions qui se posent, des doutes à lever. Peut-être qu'il faut se préparer
y compris en embauchant des aides qui peuvent aider à faire les devoirs pour vraiment dédoubler encore davantage les classes. Voilà, il faut être imaginatif et créatif, mais au maximum essayer de préserver l'école. Alors, on a parlé d'indiscipline à l'instant avec ces fêtes sauvages. On va maintenant écouter Anne, non pas qu'elle soit indisciplinée, Anne, bien au contraire, c'est notre chef d'entreprise alsacienne. Elle vend des luminaires partout dans le monde, en Europe. Elle travaille énormément avec l'Allemagne notamment. Et c'est de ce pays-là dont elle veut vous parler, pays frontalier de son entreprise, qui s'en sort mieux que nous, économiquement, sanitairement, dans cette crise. C'est en tous les cas ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. On l'écoute. Clairement, aujourd'hui, je pense que l'Allemagne, elle va se remettre plus vite au travail. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et elle aura peut-être un peu moins de dettes à rembourser puisqu'elle a un peu moins donné aux entreprises que la France n'a fait. En Allemagne, ils sont plus pragmatiques. Quand on leur impose, ou en tout cas quand on leur donne une consigne, ils la respectent plus facilement. Donc, à partir de là, ça fonctionne mieux. C'est évident. Si on dit aux gens restez à la maison et qu'ils restent pour de vrai à la maison, eh bien, ça marche. Si on dit aux gens vaccinez-vous et qu'ils se précipitent pour se faire vacciner, forcément, ça va un peu mieux. Alors, considérons comme acquis que l'Allemagne s'en tire mieux que nous, pays que vous avez quand même souvent pourfendu, Manon Aubry. Comment expliquez-vous que ça fonctionne mieux en Allemagne que chez nous? Parce que vous avez seulement un début d'explication. On fera le bilan avec du recul. Là, ce que je peux en voir de ma modeste position, c'est que l'Allemagne a un peu... Je précise que vous êtes députée européenne, donc vous avez... Évidemment, on voit au niveau européen. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que chacun fait différemment au niveau européen et qu'on se bat depuis des mois, nous, au Parlement européen, pour assurer davantage de coordination parce que c'est vraiment du chacun pour soi. Et dans le chacun pour soi, c'est vrai, force est de constater qu'il y a certains États qui, pour le moment, s'en sortent mieux que d'autres, notamment parce qu'ils ont davantage anticipé, qu'ils ont davantage aussi, dans le cas de la campagne de vaccination, mis en œuvre cette campagne, qu'ils n'ont pas eu le fiasco sur les tests, le fiasco sur les masques. Désolée d'y revenir, mais si vous me demandez des explications de la différence, les voici. Et maintenant, on va voir sur le long terme. J'espère que collectivement, on pourra aussi faire jouer la solidarité européenne. Parce que je suis députée européenne, si l'Union européenne doit servir à ça, c'est bien à ça. Mais force est de constater là aussi que les derniers mois, ça n'a pas forcément joué. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que l'Allemagne s'en tire mieux parce qu'il y a dans ce pays une culture du consensus que vous ne matérialisez pas? Les partis collaborent, les Länder collaborent, il y a moins de conflits, il y a plus d'union, ce qui permet peut-être au pays de mieux s'en tirer. Franchement, je ne pense pas qu'on puisse nous faire le reproche de ne pas avoir fait de propositions. Et on les a multipliées ces derniers mois, des alternatives au confinement, un plan de sortie du confinement, à la fois dans la gestion de la crise sanitaire et aussi dans la gestion de la crise économique et sociale. Et nous, on ne demande qu'une chose, de le débattre. La différence, c'est peut-être en effet le régime politique. En France, on a la Ve République, on a globalement un homme qui décide seul, qui, dans la période actuelle, a encore empiré les choses avec l'utilisation du Conseil de défense, qui est fait et créé pour mener des guerres, et dont le but, c'est de garder des décisions opaques. Donc, en termes de consultation, je veux dire, c'est pas à nous de porter le chapeau. Là, c'est quand même le gouvernement qui a organisé une décision encore plus autoritaire que ce que la Ve République prévoit. Mais là, je vais être honnête avec vous, moi j'ai une solution. C'est pour ça qu'on demande un changement institutionnel. On en a encore une preuve. C'est la VIe République. Oui, c'est un argument, je trouve, pour changer de système institutionnel et mettre en place la VIe République. On en parlera, à n'en pas douter. Changeons de domaine. Un hommage a été rendu tout à l'heure aux 3 soldats français morts au Mali. 2 autres sont morts depuis hier, ce qui porte donc à 50 le nombre de soldats morts. Le président de la République a réaffirmé la détermination de la France dans son combat contre le terrorisme, qui veut dire clairement on reste là. Est-ce que vous considérez que l'armée française doit quitter le Mali ? D'abord, je voudrais avoir une pensée émue, et ça, on doit être tous unis pour les victimes. 5 ans en une semaine, c'est un lourd tribut que paye la France. Et clairement, on peut se poser la question du bourbier malien. 50 personnes tuées en l'espace de 7 ans, c'est important. Je pense qu'à tout le moins, il faut un débat parlementaire. Depuis la mise en place de l'opération Barkhane, il n'y a pas eu de débat. Non, mais d'accord, mais ça, c'est un moyen. C'est un moyen pour avoir une délibération collective. Moi, je crois personnellement en la démocratie. Et donc, si vous nous posez la question dans le cadre de ce débat, je pense qu'il faut mesurer aujourd'hui ce qu'on a gagné et les résultats de cette opération et planifier une sortie organisée et progressive. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas, il faut se poser la question des conséquences actuelles. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, président de la République, ne décide pas aussitôt après son arrivée au pouvoir, de retirer les troupes du Mali. Ça dépend de lui et exclusivement de lui, du président de la République. Sauf que, comme on fera un changement institutionnel, on fera en sorte d'impliquer les parlementaires pour le décider. Et j'espère que collectivement, on arrivera à une issue qui nous permettra à terme de sortir de ce bourbier.
continuons à parler de Jean-Luc Mélenchon, si vous le voulez bien. Décidément, vous l'aimez beaucoup ce soir. Mais c'est lui que vous auriez dû inviter. Je crois que vous l'aimez plus que nous, peut-être. Je ne veux pas parler. Il vient quand il veut. Hein. Et il n'a pas que des aficionados, pour le coup. Et vous allez entendre Antoine, c'est notre chauffeur de bus à Annecy, qui a une manière assez étonnante de qualifier Jean-Luc Mélenchon. Je suis sûr que ça vous intrigue. Oui? Non? Oui? Vous allez me dire? Allez, on l'écoute. Alors moi, je vais dire franchement, pour moi, Jean-Luc Mélenchon, il incarne le prometteur de bonjour. Je vais faire ceci, je vais faire cela, et derrière, il n'y a rien. Et j'en ai la preuve. Il y a une société dans le Nord qui s'appelait la société Hackers, qui à l'époque donc était en liquidation judiciaire. Il est arrivé comme un Zorro. Ah mais alors Zorro, hein, il allait tout faire. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. La société ne fermera pas. Il a pris le micro, il était devant sur un estrade qui avait été fait avec des palettes, machin. Ah, il a fait le show. Hein. Une semaine après, la société était fermée. M. Mélenchon, on ne l'a plus jamais entendu. C'est un homme politique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un homme politique. C'est des promesses et rien derrière. C'est des promesses, c'est rien derrière, c'est un Zorro, c'est un prometteur de bonjour. Expression inédite, je ne la connaissais pas en tous les cas dans la bouche d'Antoine. Est-ce que vous souscrivez à ces propos? Est-ce que vraiment il promet des choses qu'il ne tient pas? Ça ne vous aura pas échappé que nous ne sommes pas au pouvoir. Donc nous n'avons pas les mains libres pour décider et acter. Je vous dis, si demain la France insoumise... Pour autant, quand Antoine raconte qu'il va devant cette usine Hackers et qu'il leur dit on va se battre, ça ne va pas fermer, et qu'après il ne donne plus de nouvelles. Vous savez, on se bat tous les jours sans les télés. On se bat aux côtés des salariés qui perdent leur emploi. Les centaines de milliers de personnes qui sont directement menacées par la crise actuelle. Et nous, quand on fait des propositions, c'est ce que demain on défendrait si on était au pouvoir. Je vous en donne une, par exemple. Le fait d'interdire les licenciements pour toutes les entreprises qui touchent des aides. C'est le cas, par exemple, on a beaucoup parlé ces derniers mois de Bridgestone. On a un bon exemple d'une entreprise que si on était au pouvoir, elle n'aurait pas pu fermer, elle n'aurait pas pu délocaliser au sein même de l'Union européenne par ailleurs, ce qui prouve les conséquences négatives du dumping social. Mais c'est pas ce que dit Antoine. Antoine, il parle de cette manie un peu incantatoire de Jean-Luc Mélenchon de tenir des promesses, de tenir des discours. Les salariés d'Hackers, il n'est jamais retourné les voir après. Élisez-nous et vous verrez si on tient nos promesses ou pas. Mais pourquoi il n'est pas retourné voir ces salariés d'Hackers? Je ne sais pas en l'occurrence s'il y est retourné ou pas. Moi, je peux vous dire des combats. Par exemple, une entreprise que j'ai un peu suivie, qui est l'entreprise Luxfer, qui est une entreprise qui a été vendue à la découpe par l'État français. Moi, j'y suis allée et pas avec 10 milliards de caméras. Oui, on continue d'échanger régulièrement avec les salariés. On se bat au quotidien. Dont vous réclamez la nationalisation d'ailleurs. Oui, dont on réclame la nationalisation. Donc, vous savez, aujourd'hui, le combat pour la défense des salariés et tous ceux qui sont précaires dans ce pays. Oui, la défense et la protection des salariés et tous ceux qui sont précaires dans ce pays, on le mène au quotidien. Et c'est pour ça aussi qu'on formule des propositions avec des écarts de salaire maximum, le gel des dividendes, l'interdiction des licenciements pour toutes les entreprises qui touchent des aides. Et toutes ces propositions, demain, si on était au pouvoir, on les appliquerait. Et là, vous pourrez juger sur pièce. Et j'invite notre ami à juger sur pièce. Alors, accéder au pouvoir, c'est pas gagné, c'était ma question, justement, parce qu'avec sa candidature solitaire et avec les atermoiements du reste de la gauche, c'est vrai, on a l'impression que Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont en train d'écrire le scénario absolument rêvé pour eux pour s'affronter à nouveau, tranquillement, en 2022. Comment avez-vous la moindre chance d'arriver au pouvoir en étant tout seul ? Alors déjà, je crois qu'on n'est pas tout seul. Il y a peut-être le PC avec vous. Allez. Oui, des forces politiques. 2%. Je ne désespère pas d'arriver à en convaincre d'autres, premièrement. Et puis, deuxièmement, ça ne jouera pas qu'autour des forces constituées politiques, parce que ça ne vous aura pas échappé que, et je nous mets dedans, et je suis modeste, il y a plus grand monde qui représente beaucoup de gens, et que l'enjeu sera de créer une fédération populaire, on l'appelle comme on veut. Mais il ne fallait pas faire ça avant de déclarer sa candidature ? Il faut bien partir de quelque chose. On va se regarder dans le blanc des yeux, on va dire t'y vas, j'y vais, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on essaie de proposer un chemin et je vais vous dire, ça, moi, je sais qu'il soit le plus collectif possible. Non, parce que tout n'est pas écrit. Tout n'est pas écrit. Notamment le collectif, vos éventuels partenaires vous diraient que le collectif, quand on déclare sa candidature tout seul, c'est pas un très bon début. L'Europe Écologie Les Verts va avoir une primaire et va avoir un candidat. Le Parti Socialiste va avoir un candidat. Donc chacun va faire 10%. On ferait le reproche à la France Insoumise, qui est le mieux placé dans les sondages, même si ça vaut ce que ça vaut. C'est vrai. Qui a fait le meilleur score en 2017, de dire non, les gars, on propose rien, on va vous regarder. On essaie de proposer quelque chose. Je dis pas qu'on va réussir. En tout cas, on essaie. Et moi, mon avis, c'est que oui, il faut à la fois qu'on soit en rupture radicale avec le projet que propose Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'on ne peut pas être ambigu comme l'a été Anne Hidalgo sur la loi sécurité globale, par exemple, mais en même temps qu'on doit la jouer collectif. Et ça, moi, je vais me battre pour ces deux choses-là, à la fois pour une clarté et une radicalité du projet, mais aussi pour qu'on ait un projet qui soit le plus fédérateur, le plus collectif possible. Et je sais de quoi je parle.
J'étais pas là en 2017, j'ai pas fait campagne, je m'intéressais tout juste à la politique. Donc, si on a convaincu Vous des avez gens appris comme moi, vite. bah oui, mais j'espère qu'on pourra en convaincre d'autres. Et je regarde tous ceux qui nous écoutent. Aidez-nous à changer les choses. On a besoin de vous tous.